C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup pour votre invitation. Je me sens, je me sens pas tout à fait légitime n'étant moi-même, pas anthropologue, mais très intéressée par la question. Donc j'espère que vous pardonnerez, mes impairs si j'en commets. Voilà, je suis très heureuse que vous vous intéressiez à cette question de l'éducation et du multilinguisme qui sont vraiment au centre de mes recherches, comme vous avez bien voulu, le dire. Et j'ai intitulé cette conférence «Sortir de l'impasse par la connaissance réciproque». Alors, dans cette présentation, je rassemble le fruit de mon travail qui m'a amené à visiter des écoles et des institutions éducatives dans de nombreux pays. C'est donc le résultat de mon propre parcours universitaire. Alors, j'ai mené des recherches dans des contextes plurilingues extrêmement divers, avec des élèves issus de divers groupes minoritaires. J'ai commencé, comme vous le voyez là, avec les écoles internationales. C'était mon terrain pour ma dissertation. Et puis ensuite, dans les écoles plus classiques, avec souvent des élèves issus de la migration de la deuxième génération, mais aussi des élèves migrants nouvellement arrivés, y compris des élèves réfugiés. Et puis, euh, et puis aussi, mon parcours m'a amené au Suriname, en Amérique du Sud, où là, j'ai été amenée à rencontrer des communautés autochtones et à visiter des écoles dans ces communautés. Donc, voilà une expérience très large. Alors, mon dernier ouvrage, c'est celui que j'ai écrit avec Nathalie Auger, qui s'intitule Défis et richesses des classes multilingues. Et le prochain qui va sortir, Multilingualism and Education, Researchers Pathway and Perspective, édité avec Gaëlle Prazade, mes collègues Gaëlle Prazade et Nathalie Auger, et qui rassemble un ensemble de biographies linguistiques de chercheurs qui réfléchissent justement à l'importance des parcours individuels. Donc, voilà, je vais aujourd'hui suivre, le programme suivra strictement l'ordre que j'ai donné dans le titre, c'est-à-dire qu'on commencera par une introduction sur qu'est-ce que ça signifie éducation et multilinguisme, en quoi ces termes sont-ils intimement liés. Ensuite, j'ai intitulé ma présentation «Sortir de l'impasse». Alors pourquoi, hein, quelle impasse? C'est un petit peu, peut-être un petit peu prétentieux, mais j'essaierai d'argumenter mon propos. Et puis ensuite, la connaissance réciproque. Alors la connaissance réciproque, elle vient de l'anthropologie et l'originalité ici, c'est de euh, la, la, l'introduire dans le domaine de la pédagogie et de la didactique. Alors, je ferai cela par le biais d'une recherche très récente, que je continue d'ailleurs, avec un grand groupe de chercheurs avec lesquels j'ai la joie de travailler, juste pour illustrer ce que je veux dire exactement et quels sont les premiers résultats de cette recherche. Alors, si nous commençons par l'éducation et le multilinguisme, j'ai cherché quelques chiffres sur le site des statistiques ici au Canada. Et voilà en gros ce que j'ai trouvé. Alors, pour que vous puissiez voir, j'ai dû couper un petit peu les graphiques, mais ce qui est très intéressant, ce dont je me suis aperçue, c'est que finalement, les langues les plus représentées, les langues maternelles les plus représentées en termes de population ces 10 dernières années ne sont pas du tout les mêmes que les langues qui étaient les plus représentées dans la décade précédente. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une très grande variété de langues ici au Canada et que cette variété de langues change tout le temps. Et nous le savons très bien, elle change en fonction de la situation géopolitique qui est extrêmement imprévisible, comme hélas, nous le constatons aujourd'hui. Donc, des gros changements, des populations linguistiques qui augmentent, d'autres qui diminuent. Mais vous voyez quand même que
la proportion de personnes qui déclarent parler une langue maternelle différente des deux langues officielles du Canada est extrêmement importante et continue d'augmenter. Alors, quelles sont les répercussions pour l'éducation? Elles sont énormes. Ce sont de grandes répercussions et on le voit dans nos journaux, on le voit dans les médias sociaux. Vous voyez, en allant juste sur Internet pour préparer cette présentation, j'ai trouvé 2 articles qui représentaient très bien la détresse de nos conseils scolaires, de nos enseignants. On ne sait pas comment faire. Étudier en français sans le parler, le défi des élèves allophones. Moi, j'aurais dirais plutôt le défi des enseignants. Le défi des enseignants, le défi de nos conseils scolaires. En recherche, on a appris à considérer le plurilinguisme comme une ressource et non comme un problème. Par contre, il faut que l'éducation sache s'adapter et utiliser cette ressource. Alors, mes collègues, dans ces 2 articles qui ont été interviewés, en parlent très bien. Alors, il y a Malanga Georges Libois, professeur au département des sciences de l'éducation de l'Université Sainte-Anne de la Nouvelle-Écosse, qui nous dit que cette migration dans les conseils francophones avait une mission spécifique qui était, je cite, la préservation de la langue et de la culture française dans un milieu anglo-dominant. Donc, vous voyez, il y a un vieillissement de la population, il y a une baisse de la natalité en milieu minoritaire. Donc, les écoles, pour survivre, se tournent vers une nouvelle clientèle. Et Carole Fleuret, ma collègue de l'Université d'Ottawa, ajoute que ce sont des choix politiques pour lutter contre la fermeture des écoles. Alors, d'un côté, ces élèves qui finalement sauvent nos écoles, et d'un autre côté, comment faire? Que faire? Comment les inclure? Comment accueillir ces élèves tout en tenant compte de leurs acquis, notamment de leurs acquis académiques? Alors, je passe à cette notion d'impasse. Qu'est-ce qu'une impasse? Une impasse, c'est une voie sans issue. Et la seule issue, c'est quoi? C'est de faire demi-tour. Et faire demi-tour, ça ne veut pas dire changer les objectifs. Les objectifs finaux sont toujours les mêmes. Ce que l'on change, c'est la route pour y arriver. Il faut, en quelque sorte, réorienter son GPS en tenant compte d'une obstruction qui nous empêche d'avancer. Alors, quelle est cette obstruction, à mon avis? Alors, et je ne suis pas la seule, puisque d'autres, comme récemment Bartel et ses collègues, ou Kress, l'ont dit bien avant moi, en 2005 déjà, que la majorité de l'enseignement de nos pays repose sur des programmes d'études, une pédagogie et des tests standardisés qui ne sont pas normalisés pour les élèves allophones. Donc, l'intégration scolaire des élèves nouveaux arrivants se base principalement sur les attentes du système du pays d'accueil. Et il vise, et c'est pour ça qu'on parle d'intégration, l'uniformité. Et vous voyez que c'est une approche qui est problématique parce qu'elle exclut les expériences langagières, culturelles des élèves de l'enseignement et de l'apprentissage et qu'elle influence, bien entendu, leur réaction à cet enseignement, notamment à l'apprentissage, dont je vais vous parler tout à l'heure, des mathématiques et des sciences, qui fait l'objet de ma recherche récemment. Alors, pourquoi cette impasse? Alors ici, je voudrais revenir au mot de Freire, bien connu de mes collègues pédagogues, de 1993, dans lequel il plaide pour une pédagogie qui soit forgée avec et non pour. Et je pense que c'est très important pour la suite de ma présentation pour comprendre ce que je veux dire avec cette connaissance réciproque adaptée à la pédagogie. Une pédagogie formée avec et non pour. Alors, pour ceux qui connaissent bien Paulo Freire, vous remarquerez que j'ai enlevé le reste et il y a une raison pour cela, mais on pourra en parler peut-être dans la discussion si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que la connaissance réciproque? La connaissance réciproque. Alors, j'ai fait quelque chose d'un peu, de pas très, forcément ce qu'on fait toujours. D'habitude, on commence par le dictionnaire. Je n'ai pas commencé par le dictionnaire. J'ai commencé par une recherche sur lingue.org. Alors, lingue.org, c'est
un site de traduction qui recense les occurrences les plus courantes du terme recherché. Et donc, ce n'est pas un site standard en matière de recherche, mais il m'a permis d'identifier les concepts les plus souvent associés à cette notion de connaissance réciproque en sortant du domaine strict de l'anthropologie. Et vous voyez, c'est très intéressant, en tout cas moi j'ai été passionnée, on retrouve cette notion sur le site de l'Europe, le site de l'UNESCO, mais aussi sur des sites économiques. Donc on voit que c'est une notion qui va beaucoup plus loin que simplement nos domaines à nous, hein, et même nos domaines théoriques. Ça m'a beaucoup intéressée parce qu'au sens sémantique du terme, c'est-à-dire de voir quels sont les concepts qui apparaissent autour de cette notion de connaissance réciproque. Alors, si vous regardez avec moi, vous verrez apparaître les mots de compréhension, diversité culturelle, ethnique, linguistique, religieuse, la notion d'échange, de détenteur de connaissances, de multiplication de contacts entre les peuples, entre deux régions, la promotion de la paix et de la réconciliation, et nous savons tous combien c'est important aujourd'hui, et de connaissances mutuelles qui ne se limitent pas à travailler ensemble. Donc, vous voyez, tout est dit, hein. C'est vraiment regarder au-delà de l'image stéréotypée que nous pouvons avoir de l'autre, par-delà ces images véhiculées par le plus souvent aujourd'hui les médias et notamment les médias sociaux. Donc, j'ai mis en exergue ici l'une de ces occurrences qui disait, dans chacun de ces cas, l'objectif est de faciliter la connaissance réciproque, le dialogue et le transfert de savoir-faire. Vous voyez, très intéressant. On entre dans cette notion de dialogue et de transfert. Dialogue, hein, apprendre à connaître l'autre, chacun sur un même niveau, donc c'est un peu en contradiction avec ces notions de pouvoir dont on parle beaucoup actuellement, et puis échange, transfert même de savoir-faire et je dirais même de savoir-être. Alors, je suis quand même allée chercher dans le dictionnaire parce que j'ai la chance d'avoir le littré. Et quand on regarde cette notion du latin, hein, du mot réciproque, l'étymologie, on est renvoyé au latin reciprocus, hein, qui vient du composé de recus, re, et procus, pro, qui signifie en avant, en arrière, qui va en avant, en arrière. Et j'ai lu ailleurs, j'ai oublié où, hélas, que c'était similaire au mouvement de la mer, vous voyez, qui avance et qui recule, qui avance et qui recule. Et la connaissance réciproque fait l'objet d'une entrée dans le dictionnaire Anthropen, dont a parlé Francine au début de cette présentation, par François Laplantine, qui parle, et je cite, d'une démarche qui engage l'anthropologie à rompre avec une attitude qui est celle de l'extériorité et de la supériorité de la société de l'observateur par rapport à celle de l'observé. La construction asymétrique d'un centre vers des périphéries est radicalement remise en question. Fin de la citation. Et il me semble que c'est tout à fait intéressant pour l'éducation, hein, cette idée de rompre avec une attitude d'extériorité et de supériorité. J'ai oublié si je vous l'ai dit, mais dans tous ces systèmes éducatifs que j'ai visités, hein, que ce soit en Roumanie, aux Pays-Bas, au Canada, en France, en Suède, en Finlande, etc., ça ne m'a pas été dit explicitement, mais c'était clair qu'on est fier de son système éducatif, hein. Tout le monde estime, et d'ailleurs les parents qui déménagent, qui s'expatrient, hein, veulent trouver un système qui ressemble le plus possible au leur. Voyez, donc, on est fier de son système éducatif. Chacun d'entre nous estime que c'est le meilleur, hein. Donc, voilà. Donc, sortir de cette idée de supériorité de la société de l'observateur. Alors, vous voyez, faire demi-tour, c'était ma première injonction. Et la seconde, c'est, alors, faire demi-tour, c'est bien, mais il faut s'orienter, hein, il faut trouver une autre route. Alors, ça sera la suite de ma présentation, comment faire. Ce ne sont que des propositions. Donc voilà, j'ai essayé à ma manière, nous continuons d'essayer dans nos projets de recherche avec plus ou moins de succès, mais voilà ce que je vais vous présenter dans la suite de cette présentation.
Alors, quelques termes clés, parce que je sais que nous sommes en interdisciplinaire ici, euh, à- que je voudrais mettre au clair avant de continuer. Le premier est le concept de diversité, hein, qui a émergé à la fin des années 2000 et dont l'utilisation s'est intensifiée énormément depuis 2010. Mais qu'est-ce que c'est la diversité? Alors, dans le contexte de cette présentation, ce concept de diversité, il est lié à cette mobilité accrue des individus, des personnes à l'intérieur ou à l'extérieur des pays, hein. Ça veut dire qu'elle introduit un haut degré d'hétérogénéité dans les classes, non seulement en termes de contexte langagier et culturel, mais aussi en termes d'expérience scolaire et académique. C'est très important. Donc, si l'on tient compte des langues et des ce qu'on a appelé les fonds de connaissances qui constituent le répertoire des élèves, on s'aperçoit que ces frontières linguistiques, historiques, symboliques entre ces langues se déplacent et c'est comme ça que l'on comprend pourquoi nos systèmes éducatifs devraient tenir compte de ces changements. Voilà, donc tous les élèves que j'ai rencontrés, ou en tout cas la plupart au cours de mes études, puisque c'est l'objet de mon travail, principalement de très jeunes élèves, mais jusqu'à la 12e année, mais aussi des adultes, ils ont en commun d'avoir vécu et parfois de vivre encore de nombreuses transitions dans leur parcours. Ils ont souvent traversé plusieurs pays et ils ont acquis ces expériences qui contribuent à ce que mes collègues Moll et Gonzalez ont appelé en 94 leur fonds de connaissances. Ça veut dire des mosaïques complexes de langues, d'expériences, d'habitudes et de normes. Et je pense que c'est très important de prendre ça en considération plutôt que cette notion de culture qui est ici largement biaisée, hein, puisqu'on voit que ce sont des individus qui sont passés de l'une à l'autre. Donc, j'aime beaucoup cette notion de connaissance de fonds de connaissances qui nous oblige à accepter que les espaces scolaires, finalement, sont devenus transculturels, transspatiaux, translocaux, translinguistiques. Vous voyez, cette notion de trans, on la voit apparaître partout dans les articles scientifiques de ces 10 dernières années. Voilà, donc la question qui se pose, c'est comment assurer la continuité de l'éducation de ces élèves? Et vous savez que l'éducation est un droit fondamental, un droit humain fondamental pour les élèves du monde entier. Alors, on reprend ici les 3 dimensions de la continuité dans l'apprentissage des langues en suivant la discussion de Gogolin et de ses collègues de 2011, qui parle de continuité biographique, qui signifie non seulement passer d'un niveau à un autre, donc vous savez, cette continuité verticale, mais aussi passer d'un contexte à un autre. Par exemple, de la famille à l'école. Vous voyez, c'est une continuité qui est très importante. Comment éviter cette rupture entre le passage de la famille à l'école, qui implique souvent d'ailleurs un changement de langue, n'est-ce pas? Donc, sa première, c'est la continuité biographique. La seconde, qui nous concerne aujourd'hui plus particulièrement, c'est la continuité thématique, c'est-à-dire qu'elle implique une exposition coordonnée et réfléchie aux connaissances académiques à travers les domaines de contenu et les matières, et l'utilisation de matériel et de directives qui soient cohérents, hein, en fonction de ce que ces élèves amènent dans nos classes et à travers les disciplines de l'enseignement. Et puis enfin, la continuité plurilingue qui implique que les aptitudes et les compétences plurilingues de ces élèves soient prises en compte et utilisées pour l'extension et la consolidation de leur répertoire linguistique. Alors maintenant, voilà l'exemplification de ce que je pense être un début d'approche vers une pédagogie de la réciprocité en éducation. Je tenais d'abord à montrer l'équipe avec laquelle je travaille aujourd'hui, qui n'est pas exclusive. Beaucoup d'autres se sont joints à nous. C'est une grosse équipe de plus de 10 assistants de recherche, des étudiants diplômés, des stagiaires, des bénévoles, qui se sont engagés dans une variété de tâches qui visent à fournir un soutien, le soutien dont les enseignants ont besoin pour explorer les possibilités de mise en œuvre de cette
pédagogie de la réciprocité et de l'intégrer dans des objectifs curriculaires plus larges. Mais la spécificité de cette équipe, c'est qu'elle est d'abord interdisciplinaire. J'ai des spécialistes des maths, des spécialistes des langues, des spécialistes de l'enseignement, mais qu'elle est aussi directement issue de ce monde globalisé. Il y a 2 chercheuses qui viennent de l'Inde, une qui vient du Pakistan, l'autre de l'Iran, une autre de la Chine, une autre de Corée, 2 viennent de Syrie, certains du Canada, un collègue du Brésil et enfin des collègues de France. Donc, vous voyez que c'est une recherche qui, déjà dans l'équipe, nous essayons d'introduire de manière extrêmement forte cette notion de connaissance réciproque et je vais l'expliquer plus avant. Je suis bien sûr très reconnaissante au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui finance une partie de la recherche et à la Fondation MyTax et au groupe Binogi qui eux aussi apportent leur part à nos projets Escape, enseigner les sciences aux élèves plurilingues. Alors, dans ces projets, nous partons du constat que la diversité implique des différences langagières, mais aussi des différences culturelles, et en particulier dans le domaine de l'éducation. Donc, nous faisons entrer les langues des élèves, mais nous essayons aussi de mieux comprendre le système d'enseignement dans lequel ils ont évolué avant d'arriver au Canada. Nous passons donc par une exploration approfondie des curriculums, des curricula, c'est-à-dire des programmes d'enseignement des pays d'origine de ces étudiants, et nous examinons dans quelle mesure l'identification de différences et de similarités des programmes d'études des pays en question peuvent être utilisés pour non seulement soutenir cette mobilité éducative, mais surtout par l'élaboration d'une cartographie comparative des programmes d'enseignement et des mathématiques et des sciences, qui commence par l'exploration des programmes de la Syrie et de l'Ontario, soutenir leurs enseignants. Alors, le but, et là, j'ai choisi de reprendre les mots de Umberto Eco, qui résonnent très fort avec tout ce que nous essayons de faire, n'est pas du tout de traduire ces différences en termes de carences ou de défauts des programmes d'enseignement en question, mais beaucoup plus d'être capable de dire comment ils diffèrent de ce que nous proposons ici et dans quelle mesure est-ce que ces programmes peuvent s'influencer pour améliorer notre prise en compte, notre compréhension les uns des autres. Alors, quelle est l'originalité de notre démarche par rapport à ce qui se fait déjà en éducation et dans d'autres domaines? C'est que dans notre projet, nous avons cette démarche de dialogue, de prise de connaissance les uns des autres, mais aussi nous essayons de l'implémenter dans ces programmes d'enseignement par les connaissances et donc par le biais de cette pédagogie de la réciprocité dans le but d'aider les communautés scolaires à établir un programme de travail commun. Alors, je voudrais vous poser une question. C'est peut-être c'est peut-être pas très traditionnel, mais je voudrais savoir comment est-ce que vous comptez sur vos doigts? Peut-être que vous voulez écrire votre réponse dans la boîte de messagerie. Comment, ou bien même intervenir si vous le souhaitez. Comment est-ce que vous comptez sur vos doigts? Je ne vois pas encore de réponse. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, il n'y a pas de mauvaise réponse. Peut-être que vous voulez montrer, vous pouvez allumer votre caméra et me montrer comment vous comptez sur vos doigts. En touchant mes doigts, Francine, merci. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Alors, peut-être que Francine, ce qu'elle veut dire, c'est comme ça. 1, 2, 3, n'est-ce pas? Du pouce au petit doigt, un par un. Merci beaucoup, Laurie. Voilà, un par un, du pouce au petit doigt. Très bien. En bougeant un à un mes doigts. Voilà, je revois effectivement ce que je montrais tout à l'heure. En plaçant mes doigts devant mes yeux. Ça, c'est intéressant. Devant mes yeux, d'accord. Merci. D'autres possibilités? Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir osé répondre, vous lancer. Lorsque j'ai posé la question à mon équipe, l'une des réponses a été de cette chercheuse chinoise qui nous a montré comment elle
comment en Chine, ils comptaient sur leurs doigts. Vous voyez, c'est différent. 1, 2, 3, on s'y retrouve encore. 4, on s'y retrouve encore. 5 aussi. Et vous voyez, 6, on se contente d'une main. On pense pas, on n'a pas forcément besoin de passer à la main suivante. Mais ce qui m'a intéressée, moi, et que j'ai d'ailleurs trouvé en travaillant avec des collègues de France sur ces mêmes questions, c'est la manière dont comptent certaines populations du Moyen-Orient, de la Roumanie, de l'Égypte, qui comptent les phalanges. Alors, vous voyez, avec le pouce, vous allez compter en commençant par le petit doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous arrivez à une base de 12. Et puis, vous continuez sur l'autre main, 12, 24, 36, 48, 60. Alors, à quoi vous font penser, et là encore, vous pouvez répondre dans la boîte de discussion, à quoi vous font penser ces bases de 12 et de 60? Est-ce que vous avez une idée? Les bases de 12 et de 60. Une horloge, merci, merci. Je ne vois pas votre prénom, mais oui, le découpage du temps. Et vous voyez combien cette manière différente de compter a profondément influencé notre civilisation, puisque finalement le découpage du temps dans nos sociétés est entièrement basé sur cette base de 12, de 60, 12 heures, 12 mois, 60 secondes, 60 minutes, voilà, sur cette base. Donc, où je veux en venir? Chaque pays et chaque province canadienne définit des objectifs d'apprentissage en fonction d'une tradition éducative locale. Vous voyez, une tradition éducative locale et qui correspond bien sûr à l'âge de ses élèves. Enfin, pour le Canada, si c'était local, je pense qu'on n'aurait pas, voilà, on ne va pas rentrer dans ces considérations, mais ce que l'on oublie trop souvent, c'est que ces programmes scolaires, ils varient considérablement d'un pays à l'autre et au Canada, d'une province à l'autre. Donc, vous voyez, si le raisonnement que je viens de faire est exact, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enseignants ne peuvent pas attendre la même chose d'un élève qui vient de Syrie, de Chine ou même d'Alberta et qui arrive en Ontario. Vous voyez, les programmes d'études des pays dans lesquels les élèves ont étudié doivent être pris en compte afin de mieux comprendre ce que ces élèves ont déjà appris et comment ils l'ont appris. Ce sont des apprentissages qui sont valides et qui ont le pouvoir d'enrichir nos propres apprentissages. Je suis convaincue que l'exemple que je viens de vous donner du découpage du temps, vous ne l'oublierez plus jamais. Vous voyez? Donc, c'est exactement ce que nous essayons de faire dans cette approche de la connaissance réciproque. Par l'élaboration chez nous d'une cartographie comparative des programmes d'enseignement des mathématiques en Syrie et en Ontario, c'était d'aider ces enseignants à se faire une idée plus précise des compétences académiques déjà acquises, ainsi que des domaines potentiels qui nécessitaient une attention supplémentaire. Alors, dans ce projet, j'ai commencé avec ma collègue Dania Awatar, avec un tout petit financement qui nous a permis de faire nos premiers pas dans ce domaine et qui nous a permis de faire une petite étude exploratoire il y a 4 ans déjà, dans laquelle nous avons examiné cette stratégie appliquée au programme de mathématiques au niveau junior et intermédiaire de l'Ontario et de la Syrie. Donc, une fois que les attentes des programmes ontariens et syriens ont été comparées, nous avons élaboré une ressource beaucoup plus complète pour les enseignants et les parents et nous l'avons publiée sur un site bilingue. Et l'objectif, c'était vraiment d'utiliser cette étude pour informer les enseignants des différences, les aider à adapter leurs attentes à la population des nouveaux arrivants de Syrie et puis surtout de leur fournir une image plus claire des compétences académiques déjà acquises et des domaines potentiels qui auraient nécessité une attention plus importante. Alors, quelques-uns des résultats. Alors, d'abord, le Canada.
Au Canada, l'éducation, c'est une responsabilité provinciale. Ça veut dire que les programmes cadres, ils sont publiés par le ministre de l'Éducation de chaque province. Donc, en Ontario, le ministère de l'Éducation, il établit les attentes générales et spécifiques des programmes pour une année d'études données. Et ce programme, par exemple, le programme de mathématiques, il décrit donc un ensemble d'attentes dans différents domaines, répartis en termes de nombres, alors le sens des nombres, la numération, les mesures, la géométrie, le sens de l'espace, les modèles et l'algèbre, ainsi que la gestion des données et probabilité. Donc, c'est très intéressant de noter qu'il y a une attention croissante depuis quelques années qui est accordée aux élèves qui apprennent la langue de l'école dans les programmes d'études. Et en effet, en 2020, le programme d'études a été révisé considérablement pour prendre en compte cette orientation vers la langue des élèves en tant que ressource, en se basant sur ce que notre collègue Ruiz avait écrit en 84, qui est que les langues permettent aux élèves de communiquer, d'interagir et d'établir des liens avec leurs pairs et leurs enseignants à des fins diverses, ce qui a été repris par le ministère de l'Ontario dans le document de 2020. Donc, ce document, il insiste aussi sur l'importance de s'appuyer sur les points forts des élèves, sur leurs origines sociales et culturelles, et de reconnaître la nécessité de proposer des tâches qui soient accessibles et stimulantes sur le plan des mathématiques. Donc, le ministère recommande de représenter d'avoir des concepts qui représentent cette diversité des familles, des langues et des cultures dans l'enseignement. C'est important, je pense que c'est important de le dire. Alors, en Syrie, pour les Français qui nous ont rejoints, je pense que vous verrez beaucoup de similarités. L'éducation est centralisée. Le ministère syrien de l'Éducation publie des manuels scolaires qui sont enseignés dans tout le pays. Ces manuels comprennent une copie pour les élèves et un guide pour les enseignants pour chaque matière. Et ces manuels de mathématiques comprennent différentes unités et chaque unité est constituée de leçons. Et chaque leçon comprend des objectifs d'apprentissage, des concepts, des descriptions, des règles, des propriétés et des activités et des problèmes à résoudre par les élèves. Donc, les enseignants syriens, ils parcourent ces manuels scolaires, ils enseignent le contenu et les élèves travaillent sur les problèmes du manuel. Alors, il y a certains enseignants qui, bien sûr, utilisent des questions supplémentaires, des supports visuels, etc., des supports pour la manipulation. Mais là encore, tout est contenu en principe dans les manuels qui sont disponibles en ligne. Alors, si l'on regarde nos analyses qui portent sur le répertoire des sujets enseignés pour chaque niveau scolaire et sur les différentes caractéristiques du texte, notamment la langue d'enseignement, les chiffres utilisés et les stratégies d'enseignement, on s'est aperçu qu'il y avait des différences importantes en ce qui concernait la répartition des apprentissages sur les différentes années. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a établi une cartographie des programmes syriens sur le modèle de la cartographie proposée d'ailleurs par le site du ministère de l'Ontario sur son site web. Et cartographie que nous avons établie en arabe et puis traduite en anglais et qui montre bien les différences entre les différents programmes. Par exemple, on voit dans la première ligne qu'en quatrième année, les élèves syriens ils doivent apprendre les nombres jusqu'à 99 999, les représenter dans un tableau de valeurs de position et les écrire, et que les attentes pour l'année sont d'apprendre à comparer, à ordonner les nombres jusqu'à 5 chiffres, les nombres pairs, les nombres impairs, etc. Et qu'en cinquième année, ils vont jusqu'au million, et en huitième année, ils abordent les chiffres rationnels et puis des opérations sur des plus grands nombres. Donc, vous voyez une répartition
très importante pour les enseignants pour comprendre les différences. Mais ces premières observations lors de l'analyse du programme syrien ont aussi fait apparaître des différences, notamment en ce qui concerne le changement de l'écriture des nombres en 5e année. Et ça a été quelque chose d'assez surprenant, en particulier pour Dania, ma collègue, qui avait elle-même grandi en Syrie et qui n'avait pas vécu ce changement. Donc, elle a découvert que c'était un changement qui était intervenu dans les années 2000 dans l'enseignement des mathématiques en Syrie et qui voulait dire que jusqu'à la 5e année, les élèves apprennent à compter avec la représentation indo-arabe des chiffres. Et ce n'est qu'en 5e année qu'ils passent aux chiffres arabes que nous connaissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque les élèves arrivent dans nos classes à l'équivalent de la 5e année, si on fait un test diagnostique avec les chiffres arabes, ils vont être incapables de résoudre le test, non pas parce qu'ils ne savent pas compter, mais simplement parce qu'ils n'ont pas la traduction de ces chiffres qu'ils n'ont pas encore appris. Une difficulté supplémentaire est l'orientation de l'écriture mathématique. Donc, le sens d'écriture des équations dans les manuels va de droite à gauche jusqu'à la 5e année, et en 5e année, il passe de gauche à droite. En revanche, le problème, lui, est toujours écrit de droite à gauche. Donc, vous voyez, complication dans l'ordre, dans l'orientation de l'écriture mathématique par rapport à l'écriture du texte verbal. Alors, donc, deux complications très importantes. Je pense qu'il est important de noter qu'on s'est aperçu qu'à la fin de la 12e année scolaire, les élèves syriens et ontariens, ils avaient atteint à peu près le même niveau scolaire dans des domaines équivalents, y compris en calcul, en algèbre, etc. Mais vous voyez qu'à l'intérieur du programme lui-même, il y a des différences importantes. Alors, par exemple, une des différences, c'est que la probabilité théorique, elle est introduite en 7e année en Syrie, alors qu'en Ontario, elle est introduite, on va dire, graduellement, et ce n'est qu'en 8e année qu'elle apparaît sous la même forme. J'abrège un petit peu parce que je vois que le temps passe. D'autres différences qui sont apparues, notamment dans la répartition du sujet, la condensation des concepts en Syrie sur une seule année scolaire. Donc, les élèves sont censés apprendre différents concepts en un très court laps de temps, alors qu'en Ontario, les concepts sont généralement répartis sur 3 années scolaires. Et si à première vue, cette approche semble incroyablement diluée, en fait, on se rend vite compte que l'objectif d'étaler un concept sur 3 ans, c'est de développer une connaissance graduelle et approfondie de ce même concept. Donc, vous voyez, c'est une différence très importante, mais qui finalement témoigne d'objectifs différents. En Ontario, les élèves, ils sont censés recueillir, organiser, représenter les données dès la 4e année. Donc, ils apprennent à créer, à mener une enquête, à organiser, à représenter des données de manière simple. Ils sont introduits assez tôt à la notion de biais, en 7e année déjà. Et en 8e année, ils créent des enquêtes à partir d'expériences qui impliquent des données numériques. Ce n'est pas du tout le cas dans le programme syrien. Les manuels syriens mettent l'accent sur la lecture, l'interprétation, la construction de graphiques. En 7e année, l'accent, on le met sur la représentation et la lecture des différents types de graphiques, etc. Il n'y a pas d'introduction aux enquêtes, aux expériences, d'apprentissage des biais. Alors, j'ai mis une image des billets parce que les élèves syriens en numératie apprennent à compter jusqu'à 1000 millions
alors que les élèves ontariens, eux, s'arrêtent bien avant. Et l'explication de cette différence, elle est souvent attribuée aux circonstances socio-économiques. Donc, la valeur de la monnaie syrienne est beaucoup plus faible et fluctuante que celle du dollar canadien, ce qui fait que les étudiants syriens doivent apprendre à gérer des nombres beaucoup plus élevés que leurs pairs canadiens. Alors, entrons dans les considérations pédagogiques. Je vais aller vite, mais je pense que vous avez compris que le curriculum syrien, la pédagogie syrienne, met l'accent sur une approche déductive, c'est-à-dire que les élèves apprennent un concept, ils le mémorisent, ils l'appliquent en résolvant des problèmes. En Ontario, l'approche est inductive, c'est-à-dire que c'est une approche exploratoire de l'apprentissage. On voit un concept introduit extrêmement progressivement, hein, et on aurait pu élaborer avec le concept, par exemple, de probabilité, ce que je ne vais pas faire maintenant puisque je dois accélérer un petit peu. Donc, on voit dans cette brève présentation de présentation de la comparaison des curricula qu'il y a des différences, c'est certain, non seulement en termes de contenu ou de programmation, mais aussi en termes d'approche pédagogique qui sont très importantes. Et tous ces aspects mis ensemble compliquent énormément l'évaluation diagnostique des élèves syriens qui sont nouvellement arrivés en Ontario, et donc l'organisation de la continuité de leur éducation au-delà de la différence linguistique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous l'ai dit, on a mis d'abord sur un premier site ces résultats, et puis ensuite, ayant obtenu des financements, on a créé un deuxième site dont une partie est destinée aux parents et aux familles. Mais le but premier, c'était de permettre aux enseignants de mieux évaluer leurs élèves arabophones. Et on a introduit à la fois les cartographies des programmes d'études, mais aussi des glossaires des concepts à apprendre que nous avons traduits non pas de manière sèche, mais en faisant référence aux programmes scolaires des pays en question. Et puis ensuite, nous l'avons didactisé pour les langues qui ne sont pas incluses dans notre travail. On ne peut pas inclure, hélas, toutes les langues et tous les pays. Alors, quels ont été les impacts de ces séances de formation et d'ateliers pour les enseignants en formation? Alors, nous avons présenté ces outils à nos enseignants en formation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une première série de commentaires des enseignants s'est cristallisée autour de leurs sentiments pendant ces activités. Donc, en essayant de résoudre des problèmes mathématiques en arabe, par exemple, dans des contextes différents, comme ils n'étaient pas eux-mêmes créateurs de ces activités, ils ont dû constamment vérifier leur travail pour résoudre des problèmes que d'habitude ils résolvent très vite, puisque c'est leur expertise. Et ils sont devenus beaucoup plus conscients de leurs propres limites. Ils sont aussi aperçus qu'ils passaient beaucoup plus de temps à résoudre un problème qui d'habitude était pour eux très simple. Donc, première leçon, accorder plus de temps à nos élèves plurilingues. Deuxièmement, une deuxième série de commentaires portait sur le fait que ces ateliers leur ont permis de mieux comprendre les nombreuses facettes de l'apprentissage des mathématiques. Vous voyez, mathématiques considérées comme un domaine non verbal, neutre, etc. Ils sont aperçus que tout d'un coup, certains disaient « Oh, mais je comprends enfin pourquoi mes élèves font ces erreurs, je ne comprenais pas comment ils étaient arrivés à ce résultat. » Donc, vraiment, ça leur a ouvert les yeux. Et puis, le troisième aspect très important est la prise de conscience de l'importance des stratégies métacognitives. Ils se sont aperçus eux-mêmes qu'ils posaient des questions, qu'ils étaient mis en insécurité, hein, qu'ils posaient des questions aux enseignants, à la présentatrice. Est-ce qu'il faut que je lise de droite à gauche ou de gauche à droite? Qu'est-ce que ça veut dire ces signes? Est-ce que vous avez la traduction, etc. Et certains ont voulu travailler ensemble pour se rassurer. Il y avait beaucoup de frustration. Donc, ils sont aperçus, vous savez, en maths, en général, on ne fait pas travailler les élèves ensemble. Et ils sont aperçus qu'il fallait les mettre en groupe, hein, pour qu'ils puissent discuter ensemble et partager leurs connaissances. Et enfin, bien sûr, très important, ils se sont aperçus du rôle de la culture dans l'enseignement des mathématiques.
Certains se sont intéressés euh, à l'enseignement des mathématiques dans d'autres pays, ont apporté leur propre contribution et ont voulu partager avec tout le monde. Enfin, très important, ils se sont aperçus que les langues, finalement, sont plutôt des outils de transmission qu'une fin en soi qui permettent aux élèves d'accéder au contenu académique. Ils ont pris conscience qu'ils devaient avoir une pratique pédagogique qui impliquait des consignes claires, hein, et que les langues présentes étaient en fait des leviers pour transmettre les informations. Ils ont pris conscience de l'illégitimité des pratiques monoglossiques, hein, comme l'a défini mon collègue Jan Blomart en 2009, une classe, une langue, hein, et de l'importance d'un contexte à la fois pertinent et valorisant. Alors, le plus important, si vous me permettez, c'était l'impact de ces séances de formation sur les parents et les communautés. Dania a eu l'occasion de présenter, et j'ai eu l'occasion de présenter, nos travaux à ses parents et ses communautés. Et qu'est-ce que cela nous a permis de faire? D'abord, on s'est aperçu que les parents arrivaient dans un état de grande insatisfaction, hein, et en fait, le fait de découvrir les similitudes et les différences entre les programmes syriens et ontariens leur ont permis de voir le programme ontarien d'une nouvelle perspective. Donc, quand ils avaient tendance à penser que leurs enfants n'apprenaient rien au Canada parce qu'ils ne mémorisaient pas de règles, parce qu'ils passaient des journées entières à faire voler des avions, parce qu'ils mettaient 3 ans à apprendre un contexte qu'en Syrie, ils auraient appris en 1 an. En fait, il y avait une démarche d'apprentissage qui était différente. Donc, retour de la satisfaction. Retour beaucoup plus important de la responsabilisation. Il faut voir que c'était des parents qui se sentaient insatisfaits parce qu'ils se sentaient incompétents et déresponsabilisés dans leur capacité à aider leurs enfants à progresser et à apprendre. Et vous savez combien c'est important pour un enfant de pouvoir demander à ses parents de l'aider, en particulier dans les matières scientifiques. Donc, il y avait un décalage entre les enfants qui étaient éduqués dans un système qui était inhérent à leur vie canadienne et les parents qui ne comprenaient pas le système dans lequel leurs enfants étaient éduqués. Donc, restauration de cette responsabilisation parentale. Alors, ce travail, ce petit travail préliminaire a permis, enfin gros travail, mais a permis de finalement rétablir une certaine collaboration entre les écoles et les parents basée sur ces connaissances réciproques. Alors, on voit qu'il y a un effort très important, hein, des ministères de ramener ces langues dans l'enseignement. Mais finalement, on voit que dans notre approche, il faut aller au-delà des langues, hein. Il faut entrer dans cette connaissance réciproque et demander à ces parents, à ces spécialistes de ces pays de nous éclairer sur leur propre système scolaire. Donc, un résultat essentiel de cette recherche, c'est que notre approche a renforcé cette pédagogie basée sur les atouts, hein, de ces familles, en reconsidérant la richesse linguistique et culturelle que les nouveaux arrivants apportent avec eux, par cette approche fondée sur la réciprocité. Donc, ces sessions, ils ont permis aux enseignants d'approfondir leur compréhension des nombreux facteurs qui influencent la transition d'un programme scolaire à un autre. Contrairement aux travaux antérieurs qui se concentrent souvent sur la formation des enseignants et sur des questions de langue et de traduction, l'approche comparative des programmes scolaires semble avoir remis les parents au cœur de l'éducation de leurs enfants. Et ce qui était vraiment très clair, c'était l'enthousiasme des familles à l'égard de la découverte des différences et des similitudes des systèmes qui a en quelque sorte restauré un sentiment d'autonomie. Alors, je voudrais ajouter qu'un aspect essentiel de cette recherche, c'était l'appartenance de Dania, la chercheuse avec qui j'ai travaillé, à cette communauté. Elle a pu établir une relation de confiance dans cette reconnaissance mutuelle en communiquant avec ses familles, dans leur langue, en présentant un système qu'elle connaissait
et en le comparant avec le système. Et je pense que c'est très important dans l'optique de cette connaissance réciproque. La formation de médiateurs issus des communautés en question, comme cela existe déjà d'ailleurs en Ontario. Donc, ouvrir les portes de l'éducation à une politique d'inclusion basée sur la compréhension réciproque plutôt qu'à une politique d'intégration qui cherche à combler les lacunes individuelles des nouveaux arrivants de la société cible. Donc, vous voyez, ça correspond tout à fait à ce schéma sur lequel je travaille depuis longtemps, qui est cette vision inclusive en pédagogie du passage d'une perspective intégrative, principalement fondée sur la normalisation, la problématisation des différences, à une perspective inclusive qui cible la diversité et qui considère les différences comme un enrichissement. Alors, je reviens à cette notion de Earle, hein, qui parlait de compliquer la notion de culture de la mémoire unique. Parce que nos systèmes scolaires, ils ont été principalement créés et maintenus dans une idéologie d'une culture à mémoire unique, qui ne prend pas en compte la complexité des littératies transculturelles. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment appeler à un changement en ce sens. Je voudrais dire que les enseignants, ils le savent intuitivement. Ils sont souvent formés à faire des ajustements pour s'adapter à ces élèves, mais que finalement, ils sont coincés dans un système qui les oblige à évaluer les élèves et à classer leur comportement dans des catégories prédéterminées qui ne correspondent plus à leur profil. Et je voudrais terminer par une citation encore de Umberto Eco, dans le même texte d'ailleurs, qui dit que le racisme est la forme maladive d'une réaction naturelle devant la diversité qui naît de la proximité en face de quelqu'un de presque égal à nous, en dehors de quelques particularismes. Le racisme naît d'un presque et prospère sur ce presque. Et je pense que cette démarche de connaissance réciproque est une autre manière de lutter contre ce fléau qu'est le racisme. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop longue. En particulier à vous tous aujourd'hui, mais aussi aux écoles, aux enseignants, aux parents et aux élèves qui nous accueillent depuis ces 15 dernières années et continuent de nous accueillir et de nous faire confiance.